C'est vrai qu'il y a là il y a une double entrée dans cette histoire des femmes, en tout cas des figures féminines, qui sont encore une fois des personnages qui viennent, on peut dire, pousser à l'extrême à ce qu'on pourrait imaginer être le rapport d'une femme à ce que tu appelles le consentement, qui est finalement, on peut dire, ce qu'on appelle aussi chez les hommes la servitude volontaire. Hein. C'est la Laëcie qui nous explique que finalement la seule façon d'être libre, somme toute, c'est d'aller jusqu'à ce bout, à ce consentement, hein, à assumer ce qu'on est. Mais ce qui est très intéressant quand même, et là je voudrais presque marquer un point de suspension, c'est que, tu l'as dit, hein, c'est ces personnages tragiques qui nous renvoient bien sûr à la tragédie grecque, et alors ce qui, bien sûr, est porté par, encore une fois, une question extrêmement actuelle. Moi, je ramène encore toujours les choses à cette actualité. C'est pas juste une lecture de Lacan des années 70. Elle trouve sa pertinence aujourd'hui. Elle nous pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle dit de la tragédie grecque sur les femmes? Et ce dont Lacan s'empare avec beaucoup de, on pourrait dire, d'à-propos. Elle dit que justement, on sait ce que c'est qu'une mère. Une mère grecque, ça, tout le monde sait ce que c'est. Et le statut qui est réservé aux femmes, ben ça c'est autre chose. Il prend bien sûr Antigone, on pourrait prendre Médée, hein, qui l'a payé quand même assez cher cette affaire-là, hein, de ne pas être une mère grecque, justement, qui a été congédiée. Et donc, qu'est-ce qu'elle pose comme question, Antigone? Bien sûr, elle se sert de cette question pour aller jusqu'au bout d'elle-même, parce que c'est sans doute la seule place qu'on lui réserve. Elle n'a pas d'autre place dans la cité grecque que celle-là. Si elle veut exister et soutenir quelque chose de cet écart que le féminin fabrique par rapport au phallus, il faut qu'elle trouve un endroit où elle va effectivement pouvoir aller jusqu'au bout de cette question. Hein, Lacan dit quasiment, comment ça dit, elle était déjà morte, quoi. Hein, elle parle parce qu'elle est déjà morte, donc c'est déjà fait. Hein, l'essentiel est déjà accompli, donc là elle peut y aller. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans le fond? Qu'est-ce qu'elle pose comme question? Une question qui est un rien brûlante aujourd'hui. Je vais vous la poser de façon terrible. Où est-ce qu'on enterre les terroristes? Est-ce qu'on les met dans le cimetière normal ou est-ce qu'on les met ailleurs? Où est-ce qu'on mettait les nazis, comme l'a dit Brecht en 1945, lorsque Hélène Weigel est descendue dans les rues en criant « Nous sommes toutes des femmes allemandes, de la Deutsche Frau ». Elle disait que, est-ce qu'il fallait enterrer les nazis dans le cimetière national des Allemands, ou des soldats allemands, ou alors, comme ils étaient nazis, il fallait les enterrer ailleurs. Donc la femme va jusqu'au bout, et elle ne va pas jusqu'au bout à propos de n'importe quelle question. C'est pas du masochisme, elle n'est pas là pour se dire tiens, je vais me faire un petit peu mal, je vais aller emmerder le méchant crayon. C'est pas du tout ça. Elle vient en tant que femme trouver une place dans ce qu'on pourrait appeler l'interstice où la loi cesse d'être juste, où la loi commence à être arbitraire, où la loi qui fonctionne sur un mode binaire ne peut plus du tout tenir compte justement de ce qui excède la loi, qui fait la richesse de ce qu'on appelle l'homme, donc la femme, et peut-être cet excès, le féminin est-il un des noms de cet excès, de justement ce qui ne se laisse pas légiférer. Carmen, hein, si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime, et si je t'aime, prends garde à toi. Ça veut dire le vrai problème n'est pas de savoir si j'ai le droit ou pas, c'est pas la question. Alors depuis, il y a des hommes qui ont tellement peur qu'ils ont changé la fin de Carmen. C'est formidable. Ça, c'est... Je veux dire, si tu y étais maintenant, tu devrais mettre au début de ton bouquin, hein, pauvre Lacan. Pauvre, qu'aurait dit Lacan devant ça? Hein, ils ont tellement la trouille de ce que ça vient signaler comme ça, cette fuite de Carmen devant la mort, hein, jusqu'à dire, moi, je m'en fous complètement de la loi des hommes. Moi, je suis là dans la loi de l'amour. Et c'est autre chose. Hein, tu ne peux plus te défiler. Donc changer la fin de Carmen, tu vois, c'est ça que ça m'a évoqué quand tu parlais de ça. Elles ne viennent pas n'importe où. Hein, Ophélie, qu'est-ce qu'elle vient demander, hein, par rapport à son père? Hein, les mystiques, qu'est-ce qu'elles viennent signaler? Ben, vous n'osez pas aller jusqu'au bout de ce que vous dites, si Dieu existe. Et ce que vous prétendez, vous autres hommes du clergé, alors, pourquoi vous allez dire que je suis folle? Hein, d'où ça vient? Je ne sais plus quel psychiatre avait écrit sur le fronton de son... Non. Il a écrit si vous parlez à Dieu, vous êtes un croyant, s'il vous répond, vous êtes schizophrène. Donc, je pense que ces personnages féminins, justement, et ça tu as raison de dire, ils ne sont pas masochistes. Ils viennent là enfoncer un coin
dans cette espèce de consentement au pire, on pourrait dire, hein, pour une fois, de consentement au pire, même si le pire ne se réalise pas, heureusement, mais au pire, pas au père, on ne consente pas au père. C'est le titre d'un séminaire de Lacan, hein, c'est pour ça que j'insiste. Hein, il s'appelle Ou pire. Hein, ou pire, c'est-à-dire le père ou pire. Alors il y a des gens qui choisissent le pire, parce qu'à cet endroit-là, le père n'a pas forcément raison. En tout cas, on ne peut pas limiter le monde dans lequel on vit à celui dans lequel le père fait la loi. Ceci dit, on s'en sert quand même comme support. La question n'est pas si simple. Voilà, c'est vraiment la remarque que je voulais faire, parce que c'est ça que j'en une remarque de rien du tout. Hein. Elles ne sont pas masochistes, elles ne font pas ça parce qu'elles aiment avoir mal. Non, ce n'est pas du tout le problème. Elles jouent un rôle social. Quel est le rôle social du féminin pour pouvoir effectivement dire autre chose qu'énoncer purement et simplement à la loi du père lorsqu'elle rencontre un mort. Voilà, c'est ça, je crois, encore une chose très importante dans ton livre. Dans la lecture que Lacan fait d'Antigone, il y a deux choses qui retiennent son attention. La première, c'est qu'elle obéit la loi qu'il dit du signifiant à ce moment-là, et pas la loi de la cité. Antigone fait son geste d'enterrer son frère parce que mon frère est mon frère, mon frère est mon frère. C'est la seule loi qui la dirige, on pourrait dire. Quel qu'en soit le prix à payer, c'est pour ça que la mort vient de surcroît, mais son frère est son frère. Et à ce titre-là, elle va lui rendre la sépulture. Ça, c'est un des points donc, qui intéresse Lacan par rapport à la figure d'Antigone. Le deuxième point qu'il retient, donc ça c'est l'autre volet du livre, c'est ce qu'il appelle l'Himéros Enarges, c'est-à-dire ce petit éclat qui est au coin de l'œil de la jeune fille, qui est celui qui suscite le désir de l'autre. C'est le point d'amour qui rayonne au coin de l'œil d'Antigone et qui illumine, on pourrait dire, la figure d'Antigone. Ça, c'est l'autre point que Lacan retient de la lecture d'Antigone. Donc on est loin justement d'une analyse politique ou familiale, comme on l'a souvent fait d'Antigone. Ce sont deux points extrêmement différents qui organisent la réflexion de Lacan sur Antigone. Et évidemment, cet Himéros Enarges, cette fonction très particulière de ce petit brillant qui illumine la figure de la jeune fille, c'est quelque chose que Lacan va essayer de développer dans toute sa question de l'amour, qui est un développement extrêmement varié. Lacan, il va, à propos de l'amour, écrire l'amour de multiples manières. C'est-à-dire que même le terme d'amour, il va en changer l'écriture pour montrer à quel point il y a des variétés de l'amour différentes. Il va dire tout et son contraire à propos de l'amour, mais il y a, on pourrait dire comme ça, un point que Lacan retient de cette question de l'amour. Ce qui l'intéresse dans l'amour, c'est pas du tout le penchant ou l'attrait qu'un érastès, qu'un amoureux aurait pour un objet aimé, un éroménon. Ce qui intéresse Lacan, c'est qu'est-ce qui se passe chez l'éroménon quand il devient un érastès. C'est-à-dire que là, pour Lacan, et le mystère de l'amour, c'est à cet endroit précisément que Lacan s'interroge sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Il dit d'ailleurs que c'est un truc magique, enfin il ne sait pas comment le dire, c'est une énigme. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est un vrai mystère. Donc ça, c'est l'autre partie du livre qui au fond, c'est deux thèmes que je crois sans cesse dans le livre. Pour la présentation, il fallait un petit peu les différencier, mais c'est à la fois la question effectivement de la jouissance telle qu'elle soutient quelque chose du féminin, ou telle que les femmes plutôt soutiennent comme ça dans leur manière d'être, on pourrait dire, dans ce qu'elles présentent comme ça dans les tragédies, pas seulement. Et puis la question de l'amour, qui est une question ravageante, qui est une nécessité pour les femmes du fait même de ce point de fragilité, du fait de ne pas s'orienter sur la seule dimension phallique. Ça rend, moi je parle de l'écriture un or perdu, c'est-à-dire qu'on parlait de magnétisme là, ce matin. Oui, on est un peu déboussolé quand on ne s'oriente pas que sur la dimension phallique. Et à cet endroit-là, Lacan avait été précédé par la première de ses patientes, sa première rencontre qu'il a faite avec la clinique, qui était sa patiente aimée, qu'on dit érotomane. Et je termine le livre par le cas aimé parce qu'il m'a fallu faire tout ce parcours d'écriture autour de ces figures féminines pour lire le cas aimé tout à fait autrement qu'on l'avait fait jusqu'alors.
Jusqu'alors, on a présenté le cas Aimé, au fond, dans la dimension de son délire, dans l'étude de son délire et de du cas avec l'histoire d'Aimé. Or, il se trouve qu'en relisant toute la thèse de Lacan, je me suis rendu compte que ce qui avait intéressé Lacan de manière absolument essentielle, c'était le fait qu'Aimé avait écrit deux romans d'amour dévastateurs, dont on n'a pas la trace, parce qu'on n'a que les citations que Lacan nous en donne, donc il nous manque tous les romans, et j'aimerais bien y avoir accès, mais enfin c'est Jacques Alain-Miller qui a ça quelque part dans ses caves, j'imagine, et qu'un jour on aura accès à ça. Et l'écriture d'Aimé est une écriture que Lacan a trouvée absolument remarquable, à tel point qu'il voulait que ses romans soient publiés. Là, il est intervenu auprès de ses amis pour que Aimé publie ses livres. Bon, ça c'est pas fait. Mais Aimé, déjà, lui avait, au fond, l'avait introduit au ravage de ce que c'est que d'être une femme et d'être en butte avec la question de l'amour, quand l'amour n'est pas au rendez-vous, on pourrait dire. La nécessité pour une femme d'être aimée. Voilà, ça c'était l'autre dimension du livre qu'on n'avait pas encore abordée.